La hausse du mètre carré en repos forcé, titre ce matin Libération. Coup de frein sur les loyers, écrit La Croix, nouvelle donne, dit Les Échos. À partir d'aujourd'hui et dans 38 agglomérations, les propriétaires ne pourront plus augmenter leur loyer selon leur bon vouloir à chaque changement de locataire. Si la mesure fait assez peu débat sur le fond, on sait qu'elle ne suffira pas. Limiter la hausse des loyers, c'est s'attacher aux conséquences de la crise immobilière plutôt qu'à ses causes. Hier, le ministère du Logement publiait les chiffres de la construction dans le bâtiment. Les mises en chantier ont encore plongé au premier trimestre 2012 de 25% par rapport à l'an passé. Et les permis de construire sont attribués au compte-gouttes. Nous voulions en parler ce matin avec une actrice de terrain, une élue qui connaît tout de la marge de manœuvre des décideurs locaux sur la question du logement, par ailleurs proche de Cécile Duflot, puisqu'appartenant à la même famille politique. Bonjour Dominique Voynet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maire de Montreuil depuis 4 ans, depuis mars 2008. Alors, il ne s'agit pas ici de dire que Montreuil représente le modèle parfait de la ville française. Presque. Presque parfait. Bon, vous nous direz ça et on va pas prendre Montreuil comme modèle pour vérifier l'efficacité de chaque mesure à l'échelle de votre ville. D'ailleurs, la presse espagnole l'a récemment placé à l'épicentre du tremblement de terre Bobo. On aura le temps de revenir sur la question de la mixité avec vous tout à l'heure. Mais encore une fois, c'est intéressant d'avoir votre point de vue d'actrice de terrain. On vous sait sensible à la question du logement. Cet encadrement du prix des loyers qui entre en vigueur aujourd'hui, qui concerne pour l'instant 38 agglomérations, pourquoi Montreuil, par exemple, n'est-elle pas concernée? Pourquoi seulement 38 agglomérations? Dans l'agglomération parisienne, il y a évidemment Paris et la question de l'encadrement du prix des loyers se pose de façon totalement cruciale pour nous. Mais pour commencer, et même si vous avez dit qu'on y reviendrait plus tard, je ne peux pas laisser dire que Montreuil serait à l'épicentre du cataclysme du tremblement de terre Bobo. C'est le Pays qui disait ça. Tout simplement parce que notre ville garde une mixité urbaine tout à fait appréciable. Une centaine de nationalités y coexistent harmonieusement, une diversité sociale incroyable, non seulement à l'échelle de la ville, mais à l'échelle de chaque quartier, à l'échelle pratiquement de chaque bâtiment, de chaque rue, ce qui permet aux écoles de Montreuil, aux crèches de Montreuil, aux clubs sportifs, aux associations de Montreuil, d'être parmi les plus métissés, les plus mélangés qui soient. Alors c'est vrai que certaines rues illustrent peut-être plus la volonté de certaines familles de franchir le périphérique parisien pour trouver une pièce en plus à des tarifs plus acceptables qu'à Paris, mais nous sommes frappés aussi à notre tour par l'explosion du prix des loyers, par l'explosion du prix du foncier surtout, qui pose problème aussi à celui qui veut accéder, qu'il s'agisse d'un propriétaire privé ou d'une collectivité. Avec une fracture entre le bas Montreuil et le haut Montreuil. Aujourd'hui, il se situe le prix du mètre carré. Une double fracture, puisqu'on est effectivement très mal desservi par les transports en commun dans ce qu'on appelle le haut Montreuil, ce qui, pour les élus, a une conséquence bien concrète. Il est difficile d'imaginer construire massivement des logements dans des zones qui ne sont pas desservies sérieusement par les transports en commun. Alors revenons sur cette mesure d'encadrement du prix de loyer. Est-ce qu'on en a besoin? Qu'est-ce que ça peut changer? Vous l'avez dit vous-même dans votre introduction, au fond. C'est une mesure nécessaire, qui n'est pas sérieusement contestée. En même temps, elle est un peu symbolique d'une volonté de relancer une politique à la fois de construction active, de réhabilitation des logements et de mise à disposition de logements en nombre suffisant à des familles qui aujourd'hui voient le logement comme la première de leurs préoccupations. C'est le premier poste du budget de la famille. C'est aussi le plus inquiétant de ces postes parce qu'il évolue vite et parce que des millions de familles dans notre pays sont non seulement mal logées, mais parfois pas logées du tout. La cohabitation de générations, par exemple, pose un problème nouveau. Des grands-parents, des parents, des enfants, mais aussi l'hébergement dans la famille, chez des amis ou chez des tiers totalement inconnus qui cherchent à alléger leurs charges financières en matière de logement en accueillant à leur tour des familles mal logées. Alors on sait que l'une des fonctions essentielles du prix, c'est de donner une indication sur l'état du marché. C'est la règle de l'offre et la demande, sur la rareté des logements. Si les prix sont forts, c'est simplement que l'offre est insuffisante. Est-ce qu'en réglementant les loyers, on ne fait pas que casser le thermomètre ? On pourrait l'imaginer, mais en fait, on envoie un signal extrêmement fort aux propriétaires. La situation, elle est assez diversifiée selon les territoires. Dans ma ville, par exemple, les prix les plus extravagants ne s'appliquent pas aux propriétaires privés qui vont aller observer sur Internet l'évolution des prix des loyers, calculer ce qui paraît raisonnable, ce qui paraît acceptable par des familles qui sont de plus en plus étranglées financièrement. C'est souvent le fait de personnes qu'on peut qualifier de marchands de sommeil
qui vont proposer à la location ou à la relocation des gourbis infâmes, où les peintures contiennent du plomb, où les moisissures grimpent le long des murs, où les sanitaires ne sont pas corrects, des gourbis qui ne sont évidemment pas isolés, ce qui conduit les personnes qui s'y résignent à choisir entre ne pas se chauffer du tout ou y consacrer des sommes extravagantes. Et donc, à côté de l'encadrement du prix des loyers, on a besoin aussi d'une intervention très forte des pouvoirs publics pour limiter le comportement de ces personnes absolument indélicates. Alors quand leurs locataires se plaignent, ils sont expulsés parce qu'ils ne disposent pas en général de baux en bonne et due forme. Ça ne concerne pas que les marchands de sommeil. Quand on regarde les prix, notamment ce qui se pratique dans le bas Montreuil, au mètre carré, 21 à 22 euros, c'est presque les tarifs parisiens. Je ne parle que de Montreuil, mais à l'échelle nationale, les tarifs sont de plus en plus élevés. À Montreuil même, nous avons une grande diversité de typologies de logements, et je ne suis pas totalement choquée que pour des logements de standing, on arrive à des tarifs comme ceux que vous évoquez. En revanche, le fait que des tarifs extravagants dépassant parfois 15 euros du mètre carré soient proposés pour des logements qui ne devraient pas être mis du tout à la location est directement le fait de la tension sur le marché du logement, du coût de la construction, du coût de la réhabilitation et de la difficulté pour les communes de piloter les programmes de rénovation urbaine, faute de crédit public, faute de la possibilité pour nous d'offrir du logement social comme le logement de tout le monde. Alors ceci dit, Dominique Voynet, à plusieurs reprises, le Grand Paris a voulu installer des tours, faire construire des tours à la porte de Montreuil. Vous y êtes plusieurs fois opposé, mais les tours et construire... Alors, d'abord pas du tout, parce que c'était des tours de bureaux, je vous le rappelle, sur le territoire de Paris et pas de Montreuil. Et vous seriez d'accord pour qu'on fasse construire des tours de plus en plus hautes, justement, pour régler cette question du logement, en tant qu'écologiste? Chacun sait que les tours ne résolvent pas la question du logement, tout simplement parce que les immeubles de grande hauteur ont des règles de sécurité telles que le coût pour les locataires en est très élevé. Et donc, en matière de logement social, on doit s'en tenir à des hauteurs acceptables, à la fois pour le confort de vie des locataires, mais aussi pour les charges que génère l'habitat. Et donc, on est plutôt en train de travailler sur des immeubles de moyenne hauteur, 6 étages, 7 étages, 8 étages. Ça suscite souvent déjà beaucoup de débats dans la ville, beaucoup de difficultés pour faire accepter aux riverains la perte d'éclairement naturel, par exemple, de logements préexistants. Je suis accusée à Montreuil d'être une bétonneuse, alors même que la campagne électorale s'est conduite sur le thème du logement, que l'ensemble des listes partageaient cette ambition de construire. Mon principal concurrent voulait construire 4000 logements sur la durée du mandat, je m'en étais tenue à 3500. En vérité, on va respecter cet engagement. C'est difficile pour la ville. C'est difficile parce qu'elle se transforme sur elle-même assez rapidement. C'est difficile parce qu'il nous faut construire des logements, des crèches, des gymnases, des espaces verts aussi, pour garder une qualité de vie acceptable dans une ville de première couronne parisienne assez dense. Alors, l'économiste suédois Assar Lindbeck, peut-être le connaissez-vous, il est classé très à gauche et il dit que dans de nombreux cas, le contrôle des loyers semble être la technique la mieux connue pour détruire le plus efficacement possible une ville, à part les bombardements. Ce qu'il explique, c'est que ce sont les propriétaires qui vont fuir, que le problème, c'est pas la hausse des loyers, c'est la hausse de l'immobilier tout court. Dominique Voynet. Alors, ça n'est pas faux. Ça n'est pas faux. C'est-à-dire que en traitant la question de l'explosion du prix des loyers, on traite une partie du problème. Le problème numéro 1 que je suis confrontée aujourd'hui, c'est le problème du prix du foncier lui-même. Mais il y a des petits propriétaires qui s'endettent à vie, justement, pour acheter un appartement. Tout à fait. Mais il y a aussi des locataires qui consacrent 40% de leurs ressources mensuelles à un loyer et qui, au bout du compte, ne lègueront rien à leurs enfants. Il y a aussi des familles qui se sont installées en première couronne dans les années 80, dont les enfants accèdent à l'âge adulte, ont un métier et ne trouveront jamais à se loger dans la ville où leurs parents ont grandi. Alors vous parliez de la construction, qui est finalement le problème numéro 1, parce que c'est sur l'offre de logement qu'il faut travailler. Alors, la construction et la qualité de la construction. Et la qualité de la construction. Jean-Marc Ayrault, hier, a confirmé son intention de relever le seuil des logements sociaux à 25% pour les villes de plus de 3500 habitants. Aujourd'hui, ce seuil est à 20%. Alors, bon, c'est vrai que Montreuil est assez exemplaire, il faut le reconnaître à ce niveau-là. On est presque à 40%, on est à 38-39%. Notamment grâce à l'équipe qui vous a précédé, mais aussi... l'équipe qui m'a précédé, elle a
elle a dirigé la ville pendant 75 ans. Donc effectivement, j'ai hérité d'une situation que je m'emploie à conserver, puisqu'effectivement, tous les programmes de construction de logements neufs comportent au minimum 25% de logements sociaux dans les quartiers où il y a déjà beaucoup de logements sociaux, et peuvent en comporter bien davantage dans des quartiers qui sont moins bien dotés. Nous sommes en train de livrer un immeuble 100% logements sociaux au pied du métro, qui illustre bien la capacité, quand on le veut, de continuer à construire, y compris dans des zones où le foncier est tendu. Mais la difficulté importante n'est pas seulement liée à la construction de logements. Qui dit logement dit aussi arrivée d'enfants, de jeunes familles. Et donc, on ne comprendrait pas que nous construisions des logements sans construire les écoles et les crèches correspondantes. Et pour équiper dans une commune pauvre notre ville de façon satisfaisante, nous mobilisons des ressources importantes. La péréquation financière entre les collectivités riches et celles qui le sont moins me paraît indispensable si on ne veut pas décourager les communes bâtisseuses. Et est-ce que c'est quelque chose qui a été pensé, ça, lors du lancement du programme national de rénovation urbaine et dont le nouveau gouvernement veut lancer le deuxième volet? Alors, moi, je suis évidemment très favorable au lancement du deuxième programme de rénovation urbaine nationale. Mais à quoi ça sert alors? Mais nous savons tous qu'il manque 6 à 7 milliards d'euros pour boucler le premier programme et que les premiers programmes ne sont pas forcément aussi bien financés qu'il l'aurait fallu. Dans ma ville, dans le quartier Bel Air Grand Péché, nous sommes en train de terminer un programme de rénovation urbaine et nous peinons tout simplement parce que les crédits ont été chichement mesurés et que l'évolution des coûts du bâti au fil du temps n'a pas été prise en compte par l'agence de rénovation urbaine, pas parce qu'elle ne travaille pas bien, mais parce qu'elle ne dispose pas des crédits nécessaires. D'où l'importance pour nous de garder les crédits du 1%. Tous les maires des grandes villes se sont battus pour protester contre le projet de Jérôme Cahuzac de rapter 1,8 milliard d'euros à la ministre du Logement. En vérité, on a besoin de cet argent, pas seulement pour construire, mais aussi pour piloter les programmes de rénovation urbaine et pour réhabiliter les logements anciens. Dans ma ville, on l'a cité, nous sommes en train de conduire un programme très important de rénovation qui va nous permettre de réduire la facture des familles modestes en matière de chauffage, qui va permettre d'améliorer la qualité non seulement thermique mais aussi phonique des bâtiments et de faire en sorte finalement que les conditions de confort et le coût du chauffage soient moins importants pour les familles. Mais est-ce que ce programme s'est attaqué au vrai problème? Est-ce que c'est quoi le vrai problème? Eh ben, par exemple, le vrai problème, c'est qu'il y a des millions de mal logés. Le vrai problème, c'est que j'ai 7000 familles qui sont inscrites sur ma liste de demandeurs de logements sociaux et que j'en découvre tous les jours qui n'ont même pas osé aller s'inscrire parce qu'ils se sont dit de toute façon, je vais attendre 10 ans. Et la loi Dallot, alors normalement, on devrait leur trouver un toit. Un dispositif ne produit pas de logement. Et on va y revenir sans doute dans d'autres domaines. Quelle est la tentation pour un gouvernement fauché? Quelle est la tentation pour des parlementaires qui ne peuvent pas dépenser? C'est de produire de la norme et du règlement. Et donc, on a un dispositif qui permet effectivement de mettre sur votre dossier un tampon. Vous êtes ultra prioritaire, mais entre des familles également ultra prioritaires, comment choisir? À Montreuil, nous avons par exemple un manque crucial de très grands logements pour des familles très nombreuses. On sait que c'est la condition de la réussite scolaire pour les enfants. On sait que c'est la condition pour l'harmonie de la vie familiale. Et en même temps, quand on a besoin d'un F4, d'un F5 ou parfois d'un F6, on attend près de 10 ans à Montreuil comme ailleurs. Est-ce qu'il y a vraiment une mise en concurrence des communes pour accéder au financement de l'Agence nationale de rénovation urbaine? La règle du jeu, c'est le cofinancement. Et donc les communes qui n'ont pas du tout les moyens de financer leur programme sont évidemment aux abois. Si on veut être honnête, détruire les logements vétustes et insalubres, reconstruire du logement neuf, ça ne suffira pas. Ce qui nous fait souci actuellement dans les communes les plus pauvres, c'est la qualité des espaces publics, c'est la qualité des équipements publics, c'est la nécessité effectivement d'offrir des chances de réussite scolaire, professionnelle, en termes de formation et de projet de vie aux jeunes de nos villes. Et ça suppose une réforme fiscale de grande ampleur. Et donc on touche la question de la mixité sociale. La mixité sociale, quand elle existe, comme c'est encore le cas à Montreuil, elle permet effectivement une solidarité concrète. Mais cette solidarité de proximité, elle doit être prolongée, amplifiée par une solidarité à l'échelle régionale, ce que permettrait la mise en place d'une métropole parisienne, de Paris Métropole, et par une solidarité nationale. Les flux ne doivent pas uniquement concerner les échanges entre grandes villes ou entre régions, mais aussi entre territoires qui acceptent de bâtir et de loger,
et ceux qui les refusent. Alors, vous dites, et c'est votre rôle de maire aussi, que la mixité sociale s'est installée à Montreuil. C'est vrai que les habitants de Montreuil aujourd'hui disent qu'il y a toujours cette fracture entre, d'un côté, le bas Montreuil, les bobos qui ont quitté Paris pour s'installer dans des lofts et des ateliers d'artistes, et puis dans le haut de la ville, des habitants plus modestes, souvent d'origine étrangère. C'est toute la question de la gentrification. Dominique Voynet, bonjour. Je voudrais qu'on accueille Christophe Payet, bonjour. Qui est donc un membre éminent de cette équipe des Matins d'été. Christophe Payet, vous êtes intéressé à cette question de la mixité sociale à Montreuil, mais aussi de tout ce que ça veut dire en matière d'éducation, notamment, et vous avez rencontré un écrivain, mais je vous laisse nous l'expliquer. Oui, effectivement, habiter dans la même ville ou dans le même quartier, ça ne suffit pas pour se rencontrer. La mixité sociale, c'est une question d'urbanisme, bien sûr, mais aussi, vous l'avez dit, Dominique Voynet, peut-être et surtout une question culturelle, une question d'éducation. C'est aussi ce que pense l'écrivain Mouloud Akouch. Il est l'auteur du livre Sur le bord. Le bord de quoi? Le bord de la ville, sa marge, la banlieue, et notamment Montreuil. Effectivement, Montreuil possède tous les atouts pour offrir une grande mixité. Des centaines de nationalités différentes, 17% de chômeurs et 400 assujettis à l'ISF, tout ça dans la même commune. Pourtant, beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés à Montreuil, mais dans des établissements privés aux alentours. Notamment à Vincennes. Mouloud Akouch évoque la rupture du dialogue, la disparition de l'échange, et il nous raconte le jour où lui, natif de Montreuil, il s'est senti dans sa ville comme un expatrié à l'étranger. C'est une amie qui m'avait invité dans une fête chez des gens très sympas à Montreuil. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des parents d'un quartier de Montreuil qui se retrouvaient, des parents d'élèves, et dont les gamins étaient tous dans la même école, à De Crolly, une école expérimentale, mais publique. Mais bizarrement, je me suis dit, ce qui est étrange, c'est qu'on ne cesse de parler de mixité sociale. Et là, effectivement, j'ai eu l'impression que ces gamins qui étaient là ne connaissaient pas les gamins du quartier, qui, eux, étaient dans un collège dans le coin. Vous dites que vous vous êtes senti comme un expatrié à l'étranger. C'est fort comme expression. Ah, mais c'est la réalité. Mais de toute façon, c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il y a ce genre de phénomène. Il y a un certain nombre de gens, ce qu'on appelle maintenant les bobos, qui vivent dans ces quartiers et dont les gamins ne sont pas scolarisés dans les collèges en face. La mixité sociale, elle est encore plus difficile maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans, et j'ai vraiment l'impression que ce sont des murs invisibles. Montreuil est un peu un laboratoire de la banlieue, pourquoi ? Je crois que Montreuil, c'est une ville un petit peu spécifique, parce qu'effectivement, déjà, il y a deux Montreuil, il y a le bas Montreuil et le haut Montreuil. Le haut Montreuil, c'est beaucoup été moins soumis, entre guillemets, à la gentrification. Et le bas Montreuil est plus ce qu'on appelle boboisé. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que finalement, il y a eu aussi, une émulation, il y a eu des choses qui sont passées. Mais les murs invisibles sont plus solides que les murs visibles, quoi. Il me semble, là où il faut mettre l'accent, et je ne suis pas politique, je ne suis pas décisionnaire, c'est sur la culture et c'est sur l'école. Et je crois que c'est l'élément essentiel. Moi, ça fait 50 ans que je suis en France. Je suis né d'ailleurs à Montreuil il y a une cinquantaine d'années. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change. De gauche ou de droite, d'ailleurs. Je crois que ce ne sont pas les gens qui enlèvent leurs gosses de ces écoles qui sont responsables, mais moi, je crois que c'est plutôt les politiques à ce niveau-là. J'ai souvent envie de demander justement à ces maires, à ces élus, notamment de gauche, pourquoi pas, puisque je suis de gauche, donc c'est à eux que je m'adresse, j'ai envie de leur demander s'ils mettent leurs gamins dans les lycées et les collèges de leur ville. Voilà, Mouloud Akouch, par ailleurs, auteur d'un docu-fiction sur la banlieue sur le bord en 2010, donc aux éditions de l'Atelier. Merci Christophe Payet. Dominique Voynet, du coup, on vous pose la question. Votre fille est toujours scolarisée en ZEP? Elle est toujours. Alors, elle vient de passer son bac, donc ça va être fini. Félicitations. Mais alors, deux, trois choses. D'abord, vous avez évoqué la gentrification de Montreuil. C'est un phénomène bien décrit, bien connu. Anaïs Collet, qui est une sociologue, a consacré effectivement son travail de thèse à Montreuil, l'a fait remonter au début des années 70, quand même. Et c'est un phénomène qui effectivement s'est amplifié, à la fois parce que beaucoup de familles ont choisi de franchir le périphérique parisien, beaucoup d'artistes, beaucoup de cultureux, beaucoup de journalistes aussi, et pas mal de Radio France, il faut le décrire aussi, ce phénomène-là, mais aussi parce que beaucoup de jeunes venant de province pour occuper des emplois de professeurs, d'infirmiers, de policiers, etc., se sont installés effectivement à Montreuil en travaillant parfois à Paris ou ailleurs, parce que c'était plus facile, ils ont facilité ce renouvellement urbain et cette mixité à laquelle nous sommes
sommes attachés. Alors, est-ce que c'est aussi facile à décrire que l'a fait Mouloud Akouch? Pas forcément. En fait, on décrit de façon schématique le bas Montreuil et le haut Montreuil de façon commode. Il faut préciser que le haut Montreuil est effectivement un peu moins mixte que le bas Montreuil, qui garde un aspect extraordinairement vivant, métissé, multicolore, mélangé, parce que coexistent des grandes familles populaires et des familles bobos. Alors, sans rester vraiment sur Montreuil, parce qu'encore une fois, ça ne concerne pas tous les auditeurs. Mais les quartiers les moins mixtes, c'est les quartiers un peu intermédiaires, dans lesquels on a essentiellement des pavillons, dans lesquels des personnes peut-être plus âgées, qui se mélangent moins, vivent parfois un petit peu difficilement l'arrivée de familles plus populaires. Qu'est-ce qui compte pour la mixité? L'école. Et l'école, elle subit effectivement dans le bas Montreuil l'éviction scolaire. Les familles les plus aisées choisissent peut-être parfois de mettre leurs enfants dans d'autres écoles. Mais le choix peut être inverse. Parfois. Mais le choix peut être inverse. Vous m'avez posé la question de ma propre fille. Je peux vous dire que dans le collège Paul-Éluard, classé en ZEP dans le bas Montreuil, qu'a fréquenté ma fille, il y a une vraie mixité choisie par les familles. Les familles de bobos ont choisi de jouer la carte de l'école publique et de laisser leurs enfants dans cette école avec l'équipe éducative. Vous avez dans la plupart des écoles de Montreuil, c'est le cas. C'est plus compliqué dans le Haut-Montreuil, où la diversité de fait est moins importante, en raison surtout d'un manque terrible, qui est le manque de transport collectif, de capacité. Nous avons besoin de la prolongation de la ligne 9 du métro, nous avons besoin du tramway T1, nous avons besoin de la prolongation de la ligne 11. Donc les questions de logement ne sont pas liées qu'aux questions de logement. Il y a aussi... je ne vous ai pas dit ça, au contraire, d'où ma colère à l'idée de voir que des équipements pharaoniques sont imaginés pour desservir des zones qu'ils sont déjà, alors même que nous attendons depuis des années effectivement la réalisation concrète des équipements de transport dont nous avons besoin. Moi, je refuse absolument de construire des logements dans des endroits qui ne sont pas desservis, sinon par les corbeaux. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait des logements vacants? Encore une fois, on va essayer de parler d'un niveau un petit peu national, mais à Montreuil, vous avez encore 5% de logements vacants. Qu'est-ce qu'on en fait? Un peu plus même, dont beaucoup sont dégradés. Ce qui me désole, c'est que nous ne pouvons les racheter qu'au prix du marché, à des propriétaires parfois désargentés, qui en sont soulagés, mais parfois aussi à des propriétaires qui n'ont pas entretenu leurs biens, qui l'ont laissé se dégrader et qui profitent de façon mécanique de l'augmentation des prix du foncier. Alors, je trouve totalement révoltant qu'on ait à payer à des marchands de sommeil des ruines insalubres au prix du marché et au prix de l'argent qu'ils sont capables d'en tirer. Donc il faut aller beaucoup en plus exploitant leurs concitoyens. Il faut aller beaucoup plus loin que l'encadrement des loyers. Vraiment. Pour ce qui concerne les hôtels meublés, par exemple, je pense qu'on devrait mettre en place un dispositif qui nous permette, quand le propriétaire, pendant des années, ne fait pas les travaux, de récupérer ce bien à moindre coût pour financer ces travaux et les remettre à disposition des locataires modestes. Alors vous savez, Dominique Voynet, début juillet, l'Union nationale de la propriété immobilière a porté plainte devant la Commission européenne pour concurrence illégale du secteur social du logement. Motif, les bailleurs publics français s'adressent désormais au même public qu'eux et auraient notamment en 2007 permis à près de 400 000 familles parmi les plus riches de France d'accéder au logement social. C'est un vrai problème, ça commence à se décider les attributions. 400 000 familles parmi les plus riches, il ne faut pas exagérer. Alors c'est ce que dit l'Union nationale de la propriété immobilière. On ne facilite jamais l'accès à un logement social à une personne qui dépasse les plafonds d'accès au logement social. Mais ce qui peut arriver, c'est que des personnes qui sont rentrées dans le logement social alors même qu'elles étaient étudiantes ou en début de carrière finissent par dépasser les plafonds. Faut-il leur demander de quitter le logement social? Sans doute, au prix d'une perte de mixité. Si on veut garder de la mixité, si on veut effectivement que des personnes un peu plus aisées restent dans les quartiers populaires, restent dans les barres d'immeubles, parfois dégradés parce qu'elles aiment leur quartier et qu'elles aiment leurs voisins, ça pose des problèmes. Donc le cas par cas me paraît juste. Nous ne demandons jamais à des familles de quitter le logement social, mais peut-être faudra-t-il le faire si l'effort de construction ne se relance pas. Et pendant ce temps, toujours de l'attente, vous disiez, pour les logements sociaux. Des années d'attente, des efforts importants même pour construire de la mixité dans les quartiers qui ne le sont pas. Dans des quartiers où nous avons 80 ou 90% de logements sociaux, nous construisons des logements en accession à la propriété, parfois sociale, parfois pas, parce qu'il nous paraît important effectivement de remettre de la mixité et que c'est vital pour l'école ou pour la crèche du quartier. Merci Dominique Voynet, on vous retrouve après
le journal de 8h et la revue de presse internationale d'Anthony Bélanger. Il sera davantage question d'environnement, de politique environnementale. Mais là, on parle d'environnement, on n'a pas beaucoup parlé de réhabilitation énergétique des logements, mais je peux vous dire que c'est un enjeu majeur, y compris en termes d'emploi. Un intérêt que devrait comprendre le Premier ministre. Dans le secteur du BTP, il y a 1,5 million d'emplois non délocalisables. Moi, je préfère que ce soit dans le bâtiment et dans le logement que dans les travaux publics, vous l'imaginez bien. Donc, avis à Jean-Marc Ayrault, on a absolument besoin de soutenir ce secteur-là. Vous écoutiez avec attention la chronique d'Anthony Bélanger, notamment en ce qui concernait les Jeux Olympiques. Alors, comment l'ancienne nageuse que vous êtes, mais par ailleurs ancienne ministre de l'Environnement, concilie aujourd'hui ces deux particularités pour juger les Jeux Olympiques de Londres qui, d'après certains, sont un gigantesque gaspillage? Oui, alors je dois être un peu midinette parce que j'avoue que je tombe dans le piège à chaque fois et que je suis toujours avec autant de délices la natation. J'ai beaucoup nagé en étant adolescente et donc je suis ça avec un œil non pas de professionnel mais en tout cas d'amatrice impliquée. Et je suis à la fois séduite et agacée, séduite par la simplicité désormais d'un immense champion. Phelps a été un immense champion, un peu arrogant, dominateur, sûr de lui, dont les épaules obstruaient le paysage de trop de monde. Et puisqu'il n'a plus rien à prouver, il est devenu sympa, coopératif, souriant. Il a même donné une interview à Nelson Montfort qui n'en pouvait plus. Ça vous agace? Non, ça m'amuse. Ça m'amuse. Et à côté de ça, la militante continue à critiquer l'espèce d'euphorie nationale qui s'empare des commentateurs, qui nous montrent le moindre match de poule de chaque champion français, quand les succès extraordinaires des autres champions ne sont même pas mentionnés. C'est toujours si on cite leur nom. Sauf par Anthony Bélanger. Sauf par Anthony Bélanger dans la chronique internationale. Et puis il y a aussi évidemment le délire que représentent les Jeux de Londres dans un contexte de crise économique mondiale, l'extravagance des dépenses et le caractère quand même scandaleux de ce gaspillage planétaire. Donc mon cœur balance, mais mon enthousiasme de midinette l'emporte sur ma responsabilité, je crois. Ah non, moi c'est plutôt la personne engagée à qui je voudrais parler, pas à la midinette là pour cette deuxième partie, puisque je voudrais vous demander à quoi sert ce deuxième Grenelle de l'environnement que Jean-Marc Ayrault, que le gouvernement a annoncé pour 16-17 septembre. À quoi ça sert de réorganiser un deuxième Grenelle sans avoir fait le bilan du premier? Alors d'abord, il faudra faire le bilan du premier. Ah oui, mais admettre aussi que dans une période où les finances publiques sont chichement mesurées, il est totalement inutile de produire de la norme, du règlement et des textes sans se donner les moyens de les appliquer. Pour dire les choses clairement, soit on aborde les sujets qui fâchent, soit le Grenelle ne servira à rien. Les sujets qui fâchent, c'est les sujets qui ont été évacués du premier Grenelle, les OGM et l'avenir de l'agriculture. On a le droit de ne pas céder aux exigences des agro-industriels, le nucléaire et les choix énergétiques pour l'avenir. Ah là, ça fâche particulièrement. On a le droit de mettre François Hollande et Jean-Marc Ayrault au pied du mur. Ils se sont engagés à passer de 75 à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité d'ici 2025. Et à fermer Fessenheim. On doit absolument les amener à respecter cette promesse qui devrait conduire à la fermeture de près d'une vingtaine de tranches nucléaires en France et bien sûr à la fermeture de la plus ancienne installation en service, celle de Fessenheim. Mais vous n'arriverez pas à les convaincre, a priori. Peut-être François Hollande a-t-il parlé un peu vite pendant sa campagne en évoquant le fait de réduire de pratiquement en passant de 75% à 50% la part du nucléaire à la production d'électricité. S'il se prend lui-même au sérieux, il doit fermer une vingtaine de centrales d'ici 2025. Anthony Bélanger. Il y a un autre sujet qui fâche, qui est la fiscalité environnementale. Ça fâche beaucoup en ce moment parce que on sera en pleine réforme fiscale puisque c'est ce qui est annoncé à l'automne. Est-ce que vous pensez faire peser le poids des écolos sur la fiscalité environnementale? Pour l'instant, il n'y a rien de prévu dans le projet de loi de finances rectificative. Une réforme fiscale de grande ampleur, c'est indispensable. Une fiscalité écologique, ça marche.
ça envoie les bons signaux. Si vous comportez mal à l'égard de l'environnement, ça doit vous coûter plus cher que si vous comportez bien. En France, on a toujours fait l'inverse. On a toujours considéré, par exemple, que si on voulait s'engager pour l'environnement, on devait accepter de payer plus cher des kilowattheures d'énergie verte, là où le kilowattheure nucléaire qui nous lègue des déchets, des risques et qui menace l'avenir était lui moins cher. Donc, envoyer les bons signaux, c'est fondamental. Est-ce que ça veut dire aussi en Angleterre, en Suède, là où on l'a mis en place, ça marche vraiment et ça oriente les choix des consommateurs. La taxe carbone. C'est une conséquence très claire pour les Français, par exemple. On sait que près de 80% des voitures qui roulent en France sont des voitures à diesel. On sait que le diesel est aujourd'hui environnementalement incorrect. Est-ce qu'il faudrait taxer ces voitures plus que les autres? Alors, les écologistes sont souvent punitive. caricaturés. Vous taxez, vous punissez, l'environnement avec vous devient une punition. Ça ne doit pas être le cas. On doit avoir à la fois les carottes et les bâtons. Et chaque fois qu'un bâton permet effectivement de dissuader les mauvais gestes et les mauvais comportements, on doit aussi inciter, financer les bons gestes et les bons comportements. Pour revenir au sujet qu'on a abordé tout à l'heure, les collectivités aujourd'hui disposent de bien peu de moyens pour piloter les programmes de réhabilitation des logements anciens. Il existait des éco-prêts, il existait des palulos, des dispositifs dédiés à la réhabilitation. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Si on fait un Grenelle de l'environnement, on doit mettre en place un dispositif ciblé sur la réhabilitation énergétique des logements et sur la réduction des consommations subies d'eau ou de fluide de façon plus générale. Ce serait quoi une taxe carbone sauce François Hollande? C'est-à-dire qu'on sait que Nicolas Sarkozy ne l'a jamais vraiment appliqué, il l'avait décrété, pas vraiment appliqué. Alors moi j'ai tenté de la mettre en place quand j'étais ministre de Lionel Jospin, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, dans un contexte politique très particulier. J'avais réussi à convaincre Lionel Jospin de mettre en place une taxe mixte carbone-énergie, en convenant que toutes les nuisances et pas seulement l'émission de carbone devaient être prises en compte. Le Conseil constitutionnel l'avait à l'époque retoqué pour des motifs très politiques et pas du tout pour des motifs techniques. Je crois qu'on peut remettre sur le métier une taxe du même ordre. Je pense que les esprits ont évolué et que le Conseil constitutionnel y serait désormais prêt. Le gaz de schiste, l'épineux dossier des gaz de schiste doit être ouvert à l'occasion de ce prochain Grenelle de l'environnement en septembre. Pourquoi? Bon, voilà, Nathalie Kosciusko-Morizet, ça a été un de ses faits d'armes. Elle a interdit l'exploitation des gaz de schiste. Pourquoi y revenir? À moins de vouloir revenir sur cette interdiction. Parce que les lobbies sont au travail, qu'ils exercent des pressions considérables sur Bercy et sur le ministère du redressement productif, et qu'il est très possible que si on ne réaffirme pas très fortement l'interdiction de la fracturation hydraulique et des techniques nocives pour lesquelles il n'existe pas d'alternative propre qui seules permettent l'exploitation du gaz de schiste, il est probable que ça se fera de façon larvée et souterraine. Donc il faut leur dire de façon très nette. Et ça, c'est la position d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que c'est aussi J'ai compris la que c'était aussi position... la position de la ministre de l'Environnement. Donc ça me plaît bien, ça me convient bien. Elle a besoin de soutien. Alors, Europe Écologie Les Verts, à la dernière présidentielle, vous avez fait un score de 2,3%. La campagne a été très critiquée jusque dans ses rangs. Le mouvement semble s'être aliéné une partie de ses sympathisants. Daniel Cohn-Bendit dit qu'il est entré dans une ornière crépusculaire. On en est là, Dominique Voynet? Daniel Cohn-Bendit en est là. Pour le reste, j'ai pas de commentaire à faire. Vous n'êtes plus entendu par une certaine partie de la société il y a des rythmes, il y a des rythmes, ça va, ça vient. On a des très beaux succès électoraux et puis quelques mois plus tard, de façon en apparence incompréhensible, c'est moins facile. Les présidentielles n'ont jamais été faciles pour nous, jamais. Et le résultat de Noël Mamère en 2002 n'a été acquis que dans un contexte de désaffection et de frivolité, peut-être aussi d'une partie de la gauche à l'égard du candidat socialiste qui n'a pu de ce fait accéder au deuxième tour. Mais j'ai constaté, moi, pour ma part, qu'un an à peine après avoir fait le plus mauvais résultat des écologistes aux élections présidentielles, j'ai gagné une grande ville. Et dans les mois qui ont suivi, nous avons fait des résultats supérieurs à ceux du Parti socialiste aux élections pour le Conseil régional en Île-de-France ou aux élections européennes. Et donc, l'écologie, c'est un projet qui mérite d'être défendu, qui mérite d'être porté par des gens plus solidaires que ne l'a été Daniel Cohn-Bendit jusque-là. Anthony Bélanger. C'est un peu comme si les électeurs vous disaient, au fond, les écologistes, c'est bien, c'est bien pour le terrain, mais pas forcément pour des responsabilités nationales.
aussi bien au niveau législatif qu'au niveau présidentiel. En même temps, dans mon bilan de ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, les plus beaux succès, les résultats les plus durables ont été acquis sur le terrain international. En même temps, le plus grand ministre des Affaires étrangères qu'a jamais eu l'Allemagne est Joschka Fischer. Donc on voit bien que tout est affaire aussi de solidité des accords passés, de qualité du dialogue entre partenaires. Je trouve que Cécile Duflot et Pascal Canfin débutent bien leur itinéraire. Ils se battent sur leurs dossiers, ils sont crédibles, ils travaillent, ils apportent des solutions solides. Et la restauration de l'image des écologistes, c'est à ce prix, évidemment. Est-ce qu'il y a des lignes rouges à ne pas dépasser, par exemple, dans le cadre de cet accord, au gouvernement, qui par exemple, pourrait signer un désaccord profond entre socialistes et écologistes? Des lignes rouges, il y en a dans tous les sens. La première, c'est un bel avertissement. Elle concerne la qualité du dialogue. On peut tout à fait accepter d'être mis en minorité dans un gouvernement pluraliste. On n'a pas toujours raison, on ne gagne pas tous les arbitrages. Mais vous n'avez plus le même rôle. Mais si on apprend par la presse des décisions qui auraient été prises sans débat, sans discussion au sein de la majorité, ça s'appelle franchir la ligne rouge. On peut convenir qu'on n'est pas d'accord sur des sujets comme le nucléaire ou comme l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, mais la liberté de parole et de règle, le droit de défendre ses convictions à l'Assemblée, au Sénat et au gouvernement, c'est la règle. Ce qu'Alain Vidalis, ministre délégué aux relations avec le Parlement, n'avait pas compris. Ensuite, on discute. Il est évident qu'on ne sera pas toujours d'accord sur les choix agricoles, sur les choix énergétiques, sur les choix en matière de déplacement. Ce qui doit être clair pour le gouvernement, c'est que les écologistes n'ont pas la bouche cousue parce que l'un ou l'autre des leurs est au gouvernement chargé d'une responsabilité qui nous engage, mais qui ne nous clôt pas le bec. Votre nouveau secrétaire national, Pascal Durand, dit que votre mouvement devra se reconstruire pour éviter une déformation du mouvement entre ses cadres et sa base. Oui. Il est déformé. C'est vrai, Pascal Durand a tout à fait raison. D'une façon assez paradoxale, et alors que les réseaux militants sont très présents sur le terrain, les réseaux associatifs, les réseaux qui font vivre des alternatives, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, les associations pour l'autoconstruction ou pour des échanges plus équitables, tant avec le Sud qu'au sein même des marchés locaux, nous peinons à conserver un socle de militants large, et le rapport entre le nombre de militants et le nombre d'élus se déforme au fil du temps. Alors un prochain congrès d'Europe Écologie Les Verts est prévu en 2013. Est-ce que vous pourriez vous transformer à la mesure des métaphores qui ont été opérées, des métamorphoses qui ont été opérées en 2010 avec la fusion entre Europe Écologie et Les Verts? Je n'y crois pas trop. Je crois que finalement les difficultés organisationnelles, ça fait partie de notre ADN. On est toujours assez rétif à l'organisation, à l'enrégimentement, à la règle. À chaque règle, nous inventons de multiples exceptions. Oui, c'est un peu ce qui fait rigoler tout le monde d'ailleurs. Mais sauf que quand c'est la guerre des Atrides à l'UMP, vous rigolez aussi. Quand c'est des conflits de succession au PS, ça vous passionne. Donc les journalistes qui font mine de ricaner de l'immaturité supposée des Verts adorent aussi se délecter de tout ça. C'est comme les potins qu'on lit chez le coiffeur, vous savez. On déteste, mais c'est en même temps les meilleures ventes de la presse encore aujourd'hui. Et Eva Joly, alors, quel rôle dans tout ça? Je la verrai cet été, puisque on passe nos vacances en Bretagne toutes les deux. Eva Joly, elle est présidente de la Commission du développement au Parlement européen. Elle a une stature internationale qui ne lui est pas contestée. Et je pense qu'elle s'éclate beaucoup dans ses responsabilités européennes. Elle a rendu un fier service au mouvement en acceptant effectivement de mener cette campagne qui est difficile, dont le résultat était presque écrit à l'avance, et nous lui devons à la fois une fière chandelle et beaucoup de respect. Et vous alors, quel rôle dans ce prochain... Vous l'aurez peut-être compris, mais ça me passionne totalement d'être maire de Montreuil. Montrer que des écologistes peuvent gérer une grande ville en mariant l'exigence de justice sociale et de responsabilité environnementale, c'est un sacré défi, et je m'y emploie totalement. Et c'est pas les bobos qui doivent tellement apprécier vos programmes de construction, Dominique Voynet? Ils apprécient pas forcément, mais j'ai été élue par les bobos et les prolos, pour faire court, et j'entends bien que ça reste le cas. Ce mariage entre les couches populaires et les couches moyennes est un des marqueurs de Montreuil, et ça le restera.